conférence du jour est parrainée par l'IPAG Business School à pour thème Grandes écoles et entreprises, quel business model pour demain. Alors pour en débattre, comme chaque mois, 5 des plus grands experts mondiaux en vivant en pleine forme et souriant, qui sont là, avec un plateau très féminin. Patrick Lepenier, Jean-Luc Soulet, Jean-Luc Lebido, Guillaume Bigot et François Delachaux. Chacun va intervenir successivement de 2 à 10 minutes, chronomètre en main, et puis ensuite on aura 25 minutes de questions-réponses et témoignages. Président de Delachaux, François, le président de l'IPAG de ce groupe, grande industrielle, du groupe de Delachaux. Un petit mot de présentation de cette grande école de commerce, Dixit Challenge. On en parlera tout à l'heure. Alors, bonsoir à tous d'abord. Oui, l'IPAG est une grande école de commerce qui, depuis peu, a obtenu la possibilité de délivrer des Master 2. Ça a été de haute lutte. Toujours est-il que c'est une école qui a 2200 élèves, grosso modo. Donc c'est une petite école, mais qui compte parmi les grandes. Le challenge nous classifie mal, 6e des écoles post-bac. Est-ce qu'il y a un fautif? On verra tout à l'heure. C'est un peu une honte, mais enfin, ça nous donne encore un tout petit peu de possibilité de progresser. Et justement, cette école, l'IPAG, a toujours été très très proche des entreprises. Et depuis que j'en suis le président, ça a été une des choses auxquelles je me suis attaché, c'est m'assurer du fait que l'IPAG colle aux besoins des entreprises, colle aux entreprises, et que les cadres des entreprises ont leur mot à dire dans ce qui se passe à l'école, et notamment dans l'enseignement, pour que cet enseignement soit le plus factuel possible, le plus pratique possible. Et c'est à ce titre d'ailleurs que l'IPAG, depuis toujours, depuis sa création, a toujours été une école quasiment en alternance avant l'heure, puisque à l'époque où les écoles dans Bac plus 3 faisaient délivrer un diplôme, nous faisions la même chose, mais en 4 ans, parce que nous voulions que les élèves puissent avoir une grosse expérience en entreprise. Et c'était la fameuse époque où toutes les annonces de recrutement commençaient par minimum 2 ans d'expérience. Eh bien, les élèves qui sortaient chez nous avaient 18 mois d'expérience. C'était pratiquement ce que demandaient les employeurs. Merci François. Guillaume Bigot, directeur général de l'école. Qu'est-ce qu'il en pense, Guillaume, alors? D'abord, il remercie Alain Marty d'avoir trouvé un sujet aussi exaltant, torride et trépidant. Mais vous allez voir que le sujet est très intéressant. Et le président vous l'a dit, la vérité, c'est que ces écoles, elles sont toutes en crise. Et même si l'IPAG ne l'est pas elle-même en crise, il y a quand même des questions à se poser sur les financements des écoles demain. Et je pense que tous les gens à cette table en sont conscients, et vous-même probablement aussi. Et le sujet, il est très important parce que mine de rien, les écoles de commerce, ça pèse dans notre pays et ça pèse sur la formation des cadres de vos entreprises. Alors pourquoi on parle de bulle? On dit d'abord, attention, les dépenses sont en hausse. François Delachaux l'a rappelé, la recherche, il y a d'autres enjeux. La recherche, évidemment, est très coûteuse. Pour vous donner un ordre d'idée, un chercheur débutant, un docteur débutant, 50 000 €. Ah, c'est le tarif d'entrée à moins de 50 000 €. On ne parle pas d'un docteur qui publie des articles. C'est un débutant. À l'IPAG, on en avait relativement peu, on n'avait pas une activité de recherche, on a dû la déployer, la chose l'a dit, pour le master. Donc on est parti, pas de zéro, mais pas loin, et on a maintenant une équipe de 64 enseignants-chercheurs. 64 enseignants-chercheurs à 50 000 € la bête, pour reprendre des précédents, ça fait cher. Alors ce que je voudrais voir, c'est, puisqu'on m'a demandé de parler des relations entre les écoles et l'université internationale, je crois qu'il y a un certain nombre de points qui sont marquants. C'est désormais la qualité des programmes de management, vous avez dû bien le voir dans votre étude, que ce soit des écoles, qu'il s'agisse des universités, offrent des programmes à l'étranger. Et donc ça, c'est incontournable maintenant en management. Et souvent, ces programmes sont assortis de bourses d'excellence pour les meilleurs étudiants. Alors, ces bourses d'excellence, soit elles sont données par les ministères des pays d'origine, soit par les ministères des pays d'accueil. Ce qui est intéressant quand on regarde les dernières statistiques données par la conférence des grandes écoles, c'est que 80% des étudiants souhaitent vivre une expérience à l'étranger pour chercher un emploi. C'est quand même fabuleux. 80%, c'est un chiffre qui explose actuellement et qui explose depuis récemment également.
Deuxième point, c'est toujours, selon cette conférence des grandes écoles, c'est 16% des étudiants actuellement qui commencent leur carrière à l'étranger. Donc, sur les qui commencent, je ne dis pas les stages, hein, juste commencer une carrière. Et l'autre point, c'est 20% des étudiants en management qui ont leur premier poste à l'étranger. Ah oui, au moins. Au minimum. Ça, c'est ce que j'ai. Alors, quels sont les parcours? Et ça, on pourra. Alors, il y a 3 types de parcours, en fait, qui sont offerts aux étudiants. Soit le parcours d'études, soit le parcours de recherche, et je reviendrai sur ce que Guillaume disait tout à l'heure sur les masters, soit les stages et premiers emplois. Alors, c'est un vrai sujet hein, qu'ont abordé mes 3 prédécesseurs à cette tribune. J'aime bien l'idée de Guillaume qui est de dire l'ère des dinosaures est terminée. Moi, je dirais que c'est aujourd'hui l'ère des chiens de prairie. Les chiens de prairie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits animaux, hein, des petits mammifères, je reprends ton idée, qui chassent en bande. Et aujourd'hui, il faut chasser en bande. C'est-à-dire, on a une équipe, celle d'une école, qui est efficace, on a une recherche qui est particulièrement performante, on a des étudiants qui se définissent souvent comme très accros dans le système, et des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Alors comment faire en sorte de passer du modèle de dinosaure au modèle de chien de prairie? Eh bien, je crois qu'une des clés de compréhension du système, c'est d'associer dans une logique qui est celle du mécénat, le fonctionnement d'une structure d'intérêt général et d'entreprises ou de particuliers. Et je voudrais terminer en disant, en revanche, en donnant un carton rouge un peu au gouvernement actuel, qui a enterré pour l'instant un projet de statut qui était réclamé par les écoles de commerce, qui viserait à ce qu'elles aient un statut d'entreprise à vocation éducative. Je pense que vous en savez beaucoup plus que moi à ce sujet, qui leur faciliterait énormément la prospection des fonds. Ça s'apparenterait un petit peu à ce qu'est le statut des clubs de foot, si j'ai bien compris. C'est la Chambre de commerce de Paris, entre autres, et les chambres de commerce qui ont porté ce projet. Il était sur le point de passer cet été, lorsqu'il y a eu une manip de dernière minute, et ça a été trappé. Et il faudra certainement que ça revoie le jeu, parce que c'était une très belle idée. Est-ce qu'on ne va pas avoir l'apparition d'un enseignement low cost? Je vends plus et moins cher, puisqu'on ne peut plus augmenter, comme vous avez dit, les frais inconsidérément. Et la deuxième question, c'est avec ces fusions-acquisitions, est-ce qu'on ne va pas avoir un jour un groupe qatari qui va acheter un groupe d'écoles ou un groupe de Chinois qui va acheter un groupe d'écoles françaises? L'éducation, comme la culture, est un domaine qui est sorti des accords de l'OMC par la France et qui fait qu'il est plus difficile de pouvoir développer dans ce domaine des investissements étrangers et de racheter des écoles françaises, de pouvoir racheter des écoles françaises par des investisseurs étrangers. Quelques mots, voilà, j'ai fait toute ma carrière dans le luxe. Le plus beau poste que j'ai eu, c'est vice-président des Diar, et aujourd'hui, je suis directeur international de l'ONED. Ça a été une grande surprise pour moi de découvrir que les écoles de commerce étaient devenues des entités économiques et qu'on était sur une fonction de marché avec la concurrence, les fusions, le compte d'exploitation à équilibrer, les étudiants à avoir, les coûts à contrôler. Ça a été une grande surprise. Je me suis remis un peu au niveau de ce que sont les écoles de commerce aujourd'hui. Ça a une mise à jour, mais ça a aussi changé un peu ma vision de ce que sont aujourd'hui les business schools, puisqu'on n'appelle même plus ça des écoles de commerce, mais des business schools, justement. Alors nous, dans le cadre de nos activités, on a par exemple beaucoup de stagiaires qui viennent de nos métiers. Par exemple, le nôtre, on est beaucoup dans tout ce qui est pâtisserie, production, tout ce qui est alimentaire. Et donc on a par exemple beaucoup d'accords avec l'école de Saint-Quentin, l'école hôtelière de Saint-Quentin, ou avec des écoles hôtelières. Peut-être un peu moins avec des business schools, sauf un petit peu dans le marketing, la communication ou des choses comme ça.